Quelle est la plus grosse somme d'argent que tu as gagnée? En quoi? En une année? En un mois? En une opération? En une opération. Là, tu poses des questions quand même. Tu poses des questions. Alors, la plus grosse somme que j'ai gagnée de ma vie, je pense que dans un intervalle de temps très court, j'ai gagné... En une journée, je crois que mon meilleur score a peut-être été 200 millions. 200 millions? Oui. En une journée? En une journée, oui. C'était dans quel cadre d'activité? Mais 200 millions, 200 millions, oui. c'est pas une petite somme. Oui, mais tu as demandé la plus grande. Ouais. Donc, je te dis la plus grande. C'était quoi comme opération? Il y a les enfants qui te regardent. C'est-à-dire qu'ils veulent les preuves du travail. C'est comme un bonhomme a fait comprendre l'autre jour à Philippe Simo que ton entreprise, c'est faiseur de formation. Ne dérange pas les gens, tu n'attends même pas Chokos. Aujourd'hui, il sait que toute sa vie, c'est qu'il vend les formations, il n'a pas d'entreprise. Tu vois, le mensonge n'a pas de longues jambes. Quand tu fais la différence entre Philippe Simo, par exemple, et un petit qu'on appelle Chokos, Chokos, lui, te fait l'arrogance du propriétaire tous les jours. C'est-à-dire qu'il entre comme ça, là, tu vois avec les yeux ce qu'il travaille. Tu vois avec les yeux, quand tu entres, tu vois que la petite boutique est ici, la grosse boutique est là. Il y a les chaises ici, il y a les tables, il y a les ceci, il y a les cela, patati, patata. Il y a tout ça. Donc, tu peux dire que non, ça là, le petit travail, quand tu parles, s'il veut construire quelque chose, tu le vois, il est placé, il construit, ça commence en bas. C'est la vente de maisons, j'ai vendu 4 maisons. En une journée? En une journée, oui. À une même personne qui voulait lancer... Ne zappe pas, je voulais rapidement te parler de l'application Wapi. Découvrez Wapi, la plateforme tout en un qui répond à tous vos besoins. Profitez d'une multitude de services. Réservez une chambre d'hôtel ou louez un véhicule selon vos besoins. Une seule application, Wapi. Si vous êtes chauffeur, avec Wapi Pro, recevez des demandes de courses en temps réel et augmentez vos revenus grâce à une plateforme conçue pour les professionnels du transport. Que vous soyez chauffeur de taxi, VTC, mototaxi, Wapi Pro vous permet de recevoir plus de demandes, d'augmenter vos revenus et de développer votre activité chaque jour. Disponible à Yaoundé et à Douala. Téléchargez dès maintenant Wapi et Wapi Pro sur Google Play et l'App Store. Pour plus d'informations, rendez-vous sur wapi.fr. Contactez-nous au 697 97 97 25. Qui voulait lancer... qui était dans la diaspora. Et je pense qu'il avait de l'argent. Il avait peur de le dépenser. Voilà. Ouais. Il voulait le truc, donc... et il a acheté 4 maisons. 200 millions. Une seule journée? Oui. Alors, comment tu as vécu cette journée? Est-ce que pour toi, c'était un résultat hyper satisfaisant? Tu t'es senti fier de toi? Ou tout simplement, c'était que, voilà, une somme comme toutes les autres? En réalité, c'était une somme comme tous les autres, dans le sens où je ne suis pas allé boire particulièrement ou faire la fête, tu vois. Mais tu n'as pas fait comme un bon Camerounais. Ouais, je n'ai rien fait de particulier. Parce que je pense que j'ai quand même un certain détachement par rapport à l'argent. Ouais. Et puis, je suis quelqu'un qui suis difficilement impressionnable par moi-même et encore moins par les autres. Donc, quand j'ai eu ce somme-là, j'étais content parce que c'était quand même une âpre négociation. Il a fallu convaincre, il a douté, il est revenu, ainsi de suite. Donc, c'était pas évident. Mais oui, quand l'argent a été viré, que c'est vraiment arrivé sur le compte, que j'ai vu l'argent sur le compte, j'ai remercié les collègues avec qui on a travaillé un peu dessus. Donc, j'ai donné un petit bonus aux uns aux autres. Je suis rentré à la maison le lendemain, je suis revenu travailler. Comme si de rien n'était. Tu n'es pas parti, je ne sais pas moi, boire une bière, prendre un verre avec des amis. Non. Tu es rentré à la maison, dormir, et le lendemain, tu as commencé à faire, Comme tu as continué à faire. Si on t'avait dit que j'avais gagné gagné 200 millions la veille, tu n'aurais pas pu savoir. Incroyable. Et quelle est la plus grosse perte d'argent que tu as eue? Ma plus grosse perte d'argent, je pense qu'on est à peu près 100 000 euros, 60 millions. Là encore, c'est en une fois. Ouais. Au Cameroun, cette fois-ci, c'était au Cameroun. Bah oui, bien sûr. Enfin. Là, on est au représenté. C'était sur des terrains. Ouais. J'ai beaucoup perdu d'argent dans les terrains. Et c'est un monsieur de la diaspora qui venait des États-Unis d'Amérique, qui est venu au Cameroun à l'époque. J'avais pris une grosse partie de mes économies, parce que moi, je suis très économe. J'avais pris une grosse partie de mes économies parce que je pensais que j'étais en train de faire le coup du siècle. Il m'avait vendu des terrains à Kribi. À l'époque où on parlait de Kribi, c'est the place to be, il faut acheter à Kribi. Il y a une période comme ça où Kribi avait la hype. Tout le monde voulait acheter à Kribi. Et il me vendait un terrain
en bord de mer. En bord de mer, ainsi de suite. Mais à l'époque, je n'avais pas d'expérience dans les terrains. Donc, j'ai fonctionné vraiment à la confiance. Pour après aller découvrir que, en fait, le terrain ne lui appartenait pas. Les Camerounais sont très forts. Il m'a amené chez le notaire. Incroyable. J'ai signé des papiers chez le notaire. Mais en fait, c'était un terrain familial et il n'était rien d'autre qu'un apporteur d'affaires. Mais il avait toutes les apparences de la richesse. Il avait une très belle maison à Denver, à Boulogne-Sadi, quartier résidentiel. Il me disait qu'il avait ramené au Cameroun 99 voitures. Tu es sûr que c'était sa maison? À ce stade, tu peux tout remettre en question. Mais le vigile, tu vois, le vigile semblait dire que... Enfin, le vigile la maison n'était même pas terminée, c'était un chantier. En tout cas, il avait toutes les apparences de la richesse, très bon parleur, ainsi de suite. Il m'a inoptisé. À tel point que, non seulement j'avais payé en cash, à ce moment-là, je pense, 40 millions, mais derrière, c'est même ça qui est encore plus choquant, c'est que je lui ai payé les 20 autres millions à raison de 1 million par mois pendant 20 mois. C'est pas incroyable. Chaque mois, je lui donnais 1 million, 1 million, 1 million. Pendant 20 mois. Il a emmagasiné 60 millions. 60 millions pour qu'à la fin, je découvre que je n'ai pas de terrain, je n'ai pas de titre. Je n'entends même plus parler de lui. Il est Et parti, comment tu t'es senti? Oh, très mal. Je me suis senti très mal. En plus, à l'époque, il m'avait été présenté par ma mère. Donc, forcément, je cherchais un coupable. Et donc, tu ne pouvais non plus accuser... Non, parce qu'elle était bien évidemment complètement désolée de la situation. Mais ça a été un gros apprentissage pour moi, justement. C'est de là que j'ai compris que tu dois comprendre ce que tu fais dans les affaires et arrêter et ne plus faire confiance aux gens. Parce que j'avais fonctionné à la confiance. C'était un ami de ma mère, c'était quelqu'un qui venait des États-Unis, quelqu'un qui avait une belle maison. Donc, je partais du principe que quelqu'un qui a tout ça, qu'est-ce qu'il va faire avec mon argent? Je ne suis rien du tout, je suis un petit insignifiant. Au contraire. Mais aujourd'hui, la première question que je voulais te demander, puisque la polémique a trait en ce moment sur les réseaux sociaux, qui est Philippe Simo? Qu'est-ce que Philippe Simo représente en termes d'investissement actif, secteur par secteur? Est-ce que tu peux nous lister dans quel secteur tu investis au Cameroun et en Afrique? Oui, bien sûr. Alors, il faut dire que secteur par secteur, on va commencer par la Côte d'Ivoire, qui est le pays dans lequel je passe quand même une grande partie du temps maintenant. En Côte d'Ivoire, on a une société de location de voitures qui aujourd'hui a un peu plus d'une vingtaine de SUV. Donc, on a un positionnement à peu près premium dans la location de voitures. C'est une société de location de voitures qui fonctionne comme Airbnb, comme Yango? Non, pas comme Yango, justement. On a un département Yango. En réalité, on fait les deux activités. On fait la location de voitures classique. Quelqu'un qui vient à Abidjan pour une semaine, pour un mois, pour 3 jours, et qui veut un véhicule, nous contacte. Et on lui met à disposition un véhicule de location en fonction de son budget, en fonction de la catégorie de voiture qu'il veut, et en fonction du type de trajet qu'il veut faire. Parce qu'on a des véhicules qui peuvent aller très loin dans l'arrière-pays, d'autres qui sont plus conseillés pour des trajets dans la ville d'Abidjan elle-même. Mais on a aussi un département, justement, qui fait VTC, dans lequel on fait toujours un peu de VTC. Et sur la partie VTC, on a une flotte d'à peu près une 50aine de voitures, dans lesquelles on a des voitures en propre, et on a aussi des voitures des clients qui sont en gestion. Donc ça, c'est pour la partie purement transport. Là, on fait ces deux activités-là. En Côte d'Ivoire, on fait aussi beaucoup de promotions immobilières. C'est-à-dire qu'on achète des terrains. Et c'est quelque chose d'ailleurs que je pense à ramener au Cameroun. Au Cameroun? On achète des terrains. Par exemple, on achète un terrain de 1000 m² et on le subdivise en 4. Et ça fait 250 m² par parcelle. Et on construit dessus 4 maisons identiques. Et qu'on vend. Aujourd'hui, on les vend en gros œuvres parce que dans le modèle économique qu'on a étudié, c'est plus intéressant de les vendre en gros œuvres. Pour laisser chacun terminer sa maison. Et puis, ça répond surtout un peu au modèle économique africain. Puisque les gens chez nous achètent en cash, c'est très difficile d'aller vendre une maison. Parce que quand on termine la maison, on est à plus de 100 millions. Combien d'Ivoiriens ont 100 millions pour acheter une maison? Très peu. Par contre, quand tu ramènes le prix à 50 millions, les gens peuvent acheter un terrain
acheter une maison. Et comme on fait d'habitude, c'est-à-dire que, vous savez que chez nous en Afrique, on habite dans des maisons qui sont entièrement faites. On entre dans une maison et on termine de construire quand on est dedans. Parce qu'on veut sortir de la location. Donc, on s'est dit que ce modèle-là répondait un peu plus à la manière de vivre africaine, plutôt que de faire un peu comme en Occident, là où les gens achètent des maisons complètement terminées. Et donc, nous, on vend nos maisons en gros œuvre et on se rend bien compte qu'on a beaucoup de clients qui ont acheté leur maison en gros œuvre et qui, 3-4 ans après, n'ont pas encore commencé leur seconde œuvre. Ça veut dire que si on ne vendait que des maisons en finies, ces clients n'auraient jamais pu acheter nos maisons. Donc, on a un gros pilier aussi au niveau de la promotion immobilière. On fait aussi de la location d'espaces de travail. C'est-à-dire qu'on fait du coworking, communément appelé. Une autre activité que l'on fait, dans laquelle on peut avoir des jeunes entrepreneurs et même des gens qui sont de passage. Parce qu'on a les deux. On a des gens qui ont hébergé leur bureau chez nous. Parce que la logistique d'aller avoir un bureau, ça coûte cher, ainsi de suite. Et puis on a d'autres qui, comme je suis très suivi dans la diaspora, viennent à Abidjan pour une semaine, pour un mois. Il a besoin d'être connecté avec du haut débit. Il préfère venir travailler avec nous au bureau. On a un 4e pôle qui fait de la formation. On fait de la formation aux activités que l'on fait nous-mêmes. Donc, on forme des gens, par exemple, au VTC. On forme des gens à la location de voitures. Et on a une autre activité qui est de la location courte durée. C'est-à-dire que on le fait de 2 manières. Soit avec des appartements qu'on a achetés. C'est-à-dire qu'on achète un appartement et derrière, on le meuble et on le met sur le marché. Mais comme ça demande beaucoup de budget, on a aussi une 2e méthode qui consiste à sous-louer des biens. C'est-à-dire qu'on prend le bien de quelqu'un, on le loue et on lui demande dans le contrat de nous autoriser à sous-louer le bien. Et derrière, on aménage le bien, on le design et on le met sur les plateformes pour pouvoir gagner de l'argent avec ça. Donc ça, c'est globalement les activités que je fais aujourd'hui. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Mais au Cameroun, parce que beaucoup de Camerounais, depuis que tu as annoncé l'organisation de ton événement, on en parlera tout à l'heure. Pas mal de Camerounais te disent, OK, Philippe, on a vu, tu es en Côte d'Ivoire, tu es au Sénégal, tu es à Paris. Mais qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Tout à fait. Et depuis un certain moment, tu as activé le mode proving. C'est comme ça qu'on appelle ça au Cameroun. Et tu as décidé de montrer aux gens ce que tu fais au Cameroun comme investissement. Mais est-ce que tu peux partager cela? Bien sûr, on peut en parler un tout petit peu. En fait, il faut juste comprendre un peu l'historique. Pour bien comprendre pourquoi est-ce que depuis quelque temps, je parle moins de ce que je fais au Cameroun. Au début, quand j'ai commencé à investir en Afrique, j'ai commencé par le Cameroun. J'ai commencé par les terrains, achat, revente de terrains. C'est-à-dire que j'ai commencé à acheter des terrains très tôt avec beaucoup d'arnaques. J'ai pas mal été arnaqué là-dedans, mais après, j'ai appris. Parce que c'est à force d'arnaques que tu apprends. Donc, j'ai appris comment acheter des terrains, comment les sécuriser. Et par la suite, j'ai commencé à faire aussi de la revente de terrains. À la suite de ça, j'ai acheté mon premier terrain agricole dans lequel je me suis lancé donc dans l'agriculture avec plus ou moins de déboires que j'ai d'ailleurs souvent partagé. Et ensuite, on a commencé à faire de l'élevage, donc l'élevage de poulets, l'élevage de porcs, un peu de pisciculture, un peu de lapins. Et il se trouve que ce sont des activités qui, à la taille où on les opérait à l'époque, étaient rentables, mais bon, sans plus. Juste que quand tu fais du business, et je pense que c'est un peu comme dans tout, tu aspires à grandir. Justement, j'ai eu une discussion un jour avec mon mentor, Bertrand Tchofo, que tu connais bien, qui m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, Philippe, tu n'es plus au stade où tu dois faire des petits business. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais tu dois passer un cap dans les activités que tu fais. Il est un peu parlé comme mon ancien patron. Mon ancien patron, M. Jean-Pierre Amogbelinga, disait toujours, un temps, les gens lui demandaient de faire du poisson, d'ouvrir des poissonneries et autres. Et lui, il avait l'habitude de dire, je ne peux pas être dans les médias, c'est prestigieux. Je ne peux pas être dans la finance. Je ne peux pas être dans l'éducation. Et on me demande encore d'entrer dans le poisson. Pour lui, c'est réducteur. Pas le même, si ça rapporte beaucoup d'argent, mais pour lui, c'est réducteur. Et donc, dans cette logique-là, je passe ces étapes parce que ce serait très long. J'ai entrepris, donc, il y a de cela 2 ans et demi, de construire un hôtel 4 étoiles au Cameroun, en me disant que, justement, même sur les chiffres, je veux dire, la rentabilité de l'hôtel n'a rien à voir avec mes poulets, mes poissons, mes porcs. Mais l'investissement est beaucoup plus conséquent. Et donc, je me suis fixé dans ce challenge-là de tout miser dans la réalisation de cet hôtel. Et c'est ce qui fait simplement que depuis maintenant, un peu plus de 2 ans et demi, je ne parle plus de rien au Cameroun. Parce que j'ai concentré mon énergie là-dedans. Et donc, bien évidemment, certains ont peut-être vu en ça le fait que, lui ne s'intéresse plus au Cameroun,
il ne s'intéresse qu'à la Côte d'Ivoire. Non, c'est juste que le type de projet que je fais au Cameroun demandait une longue phase de travail sous-marin. Parce que je pense aussi que quand tu fais un certain type de travaux, il faut être discret, il faut être silencieux pour avancer au maximum. Dans nos pays, tu ne sais jamais qui ta tête peut énerver. Mais est-ce que tu n'es pas en contradiction avec toi-même? C'est-à-dire, toi qui mets en avant le côté investissement, toi qui veux amener les gens à croire en l'Afrique, la diaspora africaine à rentrer, investir dans leur pays respectif. Mais est-ce que ce discours ne fait pas peur? Non. De toutes les façons, je pense qu'il faut être discret, même partout. Parce qu'il y a un adage qui dit que quand les gens ne savent pas ce que tu fais, ils n'ont rien à attaquer. Ils ne savent pas, donc ils ne peuvent pas attaquer. À partir du moment où ils savent, tu t'évites des attaques inutiles. Parce que rien que le fait que les gens sachent que c'est tel endroit est à Philippe Simo, je veux dire, ça peut amener plus de... Alors, ça a un côté positif et un côté négatif. Hein. Ça peut amener plus de clientèle, ainsi de suite. Mais ça peut aussi t'amener des haters inutiles qui vont... Ça peut tout détruire en un laps de temps. Très tôt. Parce que quand quelque chose est encore au début, c'est très fragile. Et donc, c'est pour ça simplement que j'ai pris pour politique d'aller le plus loin possible. Par contre, comme on approche la fin, parce que l'hôtel sera prêt cette année, 2026. Cette année? Oui, ça sort cette année. C'est Yaoundé ou Douala? À Yaoundé. À Yaoundé? Oui. Pourquoi le choix de Yaoundé pour un hôtel alors que la capitale du business est Douala? Et en plus, moi, je suis un gars de Douala. En plus, je ne connais même pas Yaoundé. Voilà. J'ai découvert Yaoundé. Alors ça, c'est une grâce parce que quand, ce terrain-là, c'est un terrain qui est très bien passé. Il est le quartier, il est à Bastos.